Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-Paul Chagrin, bonjour Mario Di Stefano. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sandra Silva. Bienvenue dans ce webinaire. Est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que vous nous entendez bien? Et on pourra commencer. Parfait. Parfait, c'est bien. Eh ben c'est super. Écoute, Super. eh ben bienvenue en tout cas dans ce webinaire qui aura pour thème immobilier 2.0 et digitalisation, point de vue stratégique et juridique. Alors moi, je vais rapidement vous présenter l'outil sur lequel vous êtes, et puis après un petit mot sur l'étude DSM sur la chambre immobilière, et puis je laisserai la parole aux experts. Alors concernant Livestorm, comme vous l'avez vu, il y a donc un chat sur lequel voilà vous pouvez échanger entre vous, votre nom, votre prénom, ils apparaissent. Et il y a également en haut un onglet questions où vous pourrez poser vos questions pour la session de Q&A à la fin. Donc voilà, le webinaire durera environ une heure, peut-être un petit peu plus, on verra. En fonction de la forme du jour. Voilà. En ce qui concerne la chambre immobilière, donc c'est une fédération professionnelle qui a plus de 50 ans d'existence et qui représente les professionnels du secteur de l'immobilier, les agents, les syndics, les promoteurs. Et il y a plus de 250 membres au sein de la fédération, ce qui représente 50% des agences les plus actives sur le marché. Un mot concernant l'étude DSM Avocat à la Cour. Donc DSM, c'est une étude d'avocat full service qui a été fondée en 2004 avec plus de 35 personnes, dont 22 avocats, et une expertise reconnue dans de nombreux domaines du droit, dont le droit immobilier. Concernant les intervenants, il y a donc Jean-Paul Chagrin et maître Mario Di Stefano. Alors Jean-Paul Chagrin, vous êtes entré au comité de la Chambre immobilière en 2008 et vous en êtes devenu le président au 1er janvier 2012. Et depuis 2012, vous êtes aussi porteur et co-investisseur du projet House of BioHealth, accélérateur pour sociétés innovantes en life science, et vous travaillez dans la promotion immobilière en tant qu'administrateur auprès du groupe Claude Conrad. C'est bien ça. Et donc un mot aussi concernant maître Mario Di Stefano. Donc vous êtes le fondateur de l'étude DSM et vous êtes responsable du département droit immobilier et droit de la construction de l'étude. Et vous avez plus de 25 ans d'expérience en la matière sur le sujet. Voilà, on va pouvoir commencer et je laisse donc la parole aux experts. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Ouais, je pense qu'on a passé le cap de l'introduction, donc on doit aller au slide suivant, qui est le futur du métier d'agent immobilier grâce à la digitalisation. Donc Jean-Paul, je pense que c'est un grand challenge pour les agents immobiliers, c'est effectivement la transition vers la digitalisation. Exactement. Il est tout à fait clair que la digitalisation a eu un coup de pouce pendant la période du Covid. Pendant cette crise sanitaire, on a vu qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la digitalisation, où elle pouvait nous amener. Mais la digitalisation, comme toute, c'est pas que des opportunités, c'est aussi des risques. Donc, dans sa première partie, c'était simplement regarder un peu qu'est-ce qui se fait au niveau technologie et qu'est-ce que ça peut, et ensuite pour regarder comment ça peut impacter nos métiers. Donc, ce que nous rencontrons, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux modèles d'affaires qui sont basés sur la digitalisation qui arrivent. D'abord, en ce qui concerne les maisons elles-mêmes, des maisons plus smart, le Internet of Things, donc où on a des bases de données qui vont être créées sur l'ensemble des informations qu'on peut collecter, le big data et l'intelligence artificielle qu'on rencontre aujourd'hui dans l'évaluation, l'estimation de prix, l'analyse du marché, dans lesquels on voit des produits évoluer extrêmement rapidement. La prospection des clients, on est de plus en plus près du client, on peut vraiment personnaliser l'approche et personnaliser aussi sa clientèle de prospection. Ceci, on le retrouve aussi dans le marketing digital, c'est devenu des outils, on n'est plus sur le classique, le papier de moins en moins d'importance, même les portails de moins en moins d'importance, on va directement chez les clients, on le trouve. Mais ensuite, une des activités qu'on voit beaucoup de concurrence, de nouveaux concurrents qui arrivent dans le domaine digital, les agences hybrides, le coaching immobilier, vente location sans agent, donc en utilisant des outils, la concurrence aujourd'hui par les portails immobiliers qu'on rencontre très fortement au Luxembourg, donc c'est vraiment des tendances lourdes.
Ensuite, concernant le deuxième sujet, dans le deuxième voie sur laquelle on voit la digitalisation, c'est une technologie extrêmement innovante qui vient de trouver son marché sous son passage vers l'immobilier. Ça reste encore un peu sur l'horizon, mais c'est une technologie qui est vraiment enabling, on va dire en anglais, ou disruptif en anglais, parce que le mot français est un peu particulier. Donc, c'est une technologie qui permet vraiment beaucoup de choses et vraiment de faire de la grosse innovation, de transformer complètement le marché. Il y en a certains qui parlent de l'électricité de demain. Donc, ce que l'électricité était au 19e siècle, la blockchain pourrait être celle-là pour les prochaines évolutions dans la digitalisation. Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Bon, vous connaissez la blockchain par le Bitcoin et les autres monnaies digitales, mais elle permet de faire aussi autre chose, notamment dans tout ce qui est security token, donc où une monnaie ou virtuelle ou un token, il est lié à un bien réel. Donc, par exemple, à un bâtiment. Donc, la blockchain permet d'organiser le transfert de propriété, aussi le smart contracting. Ça permet de développer des solutions totalement nouvelles pour l'accès à la propriété, notamment la propriété partagée, la démocratisation au niveau de la propriété. Elle permet aussi de réduire les coûts des processus, parce que simplement on arrive à suivre les processus beaucoup plus facilement et on a une trace de toute intervention qui a été faite en cours de route. Donc, elle règle aussi, elle peut aider à trouver des nouveaux modèles d'accès à la propriété. Donc, le troisième volet qu'on va aborder au niveau de l'évolution digitale que nous voyons aujourd'hui, nous voyons surtout une grosse réduction au niveau le troisième volet, c'est la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La réalité virtuelle, c'est quand vous regardez un bien en 3D sur vos lunettes. La réalité augmentée, on est vraiment dedans. C'est comme si vous étiez immergé, donc vous êtes vraiment immergé dans le bien. Ce qui donne une approche totalement différente, avec aussi certains inconvénients de la réalité virtuelle, par exemple que les gens deviennent malades quand ils regardent trop longtemps dans les lunettes. Tout cela a disparu avec l'immersion. On voit aujourd'hui la réduction du coût des équipements, donc ça peut être, c'est beaucoup plus démocratique au niveau d'accès. Elle va remplacer à terme les visites, en tout cas une grosse partie des visites. Dans le monde des médias sociaux, on sait que l'image, c'est vraiment ce qui compte. Donc, tout le reste est moins important. Et il faut avoir des bonnes images. Donc, il faut proposer aux clients des nouvelles approches. Pour moi, le home staging virtuel aura aussi une grande place dans nos métiers. Et il va se développer aussi progressivement. Déjà aujourd'hui, on a des possibilités de retravailler des photos ou des appartements pour les faire apparaître meublés quand il n'est pas meublé, enlever des choses qu'on ne veut pas avoir sur les photos. Ce n'est pas faire des faux de photos, mais c'est simplement donner d'autres ambiances et montrer quel est le potentiel d'un bien. Et c'est aussi comme ça qu'on devrait le voir. En ce qui concerne la promotion immobilière, vraiment la réalité augmentée peut complètement changer le processus de vente. Là, on n'y est pas encore, donc on voit les premières ébauches arriver. Vous vous projetez, vous êtes dans une pièce et vous présentez, au lieu d'envoyer vos clients dans des salles d'exposition, vous présentez les salles d'exposition virtuelles et vous développez en fait la bâtisse de votre client. Vous lui mettez les carrelages qu'il a choisis, vous lui mettez les sanitaires qu'il a choisis, et ça tout en réalité augmentée. Et avec cela, évidemment, on peut optimiser le processus tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le dernier volet que nous allons aborder dans ce que nous voyons dans la digitalisation, c'est que la responsabilité sociale et environnementale prend aussi de plus en plus le poids, et nous voyons là-dedans arriver des nouveaux modèles de privé mixte et logement abordable, par exemple dans la responsabilité sociale. Tout cela soutenu par la data et par la digitalisation et justement l'économie et l'ergonomie des processus, donc où on arrive à réduire les coûts et à faire des évolutions dans les métiers. L'économie circulaire va certainement dépendre aussi de quels seront les outils digitaux qu'on a à disposition pour faire les suivis. La rénovation et la réhabilitation passeront
aussi par là, donc vont devenir des marchés de plus en plus importants et s'incruster là-dedans. Donc aujourd'hui, on devra construire aussi des bâtiments qui seront plus flexibles, plus modulables. Donc un bâtiment construit pour 80 ans, c'est tout à fait possible qu'en cours de route, il va être utilisé pour autre chose. La taxonomie européenne, c'est quelque chose qui reste encore un mot un peu bizarroïde pour la plupart des gens. Donc, on est sur le sujet des responsabilités sociales, et environnementales. On est sur les sujets du footprint. On est sur les sujets de sous quelles sont les conditions sociales, est-ce que les matériaux sont produits. La Commission européenne est en train de mettre cela en place et ça aura certainement un impact et on aura besoin d'outils digitaux pour arriver à maîtriser cela parce que c'est vraiment une gestion extrêmement importante des flux. Ça, c'est les 4 sujets que je voulais aborder, mais je voulais aussi aborder un peu les aspects politiques et de marché par rapport à ceci. Donc maintenant, ça, c'est des technologies qu'on voit arriver, c'est un peu le marché qui se développe. Vous avez peut-être vu aussi d'autres choses. Mais tout ceci a aussi un aspect politique. On peut peut-être passer au prochain slide. Donc, ce que nous voyons, nous en avons brièvement discuté, c'est que les modèles économiques risquent de changer. Donc, on voit aujourd'hui par rapport aux alternatives qui arrivent sur le marché en digitalisation, en agence hybride, en services des portails, etc., que le modèle du commissionnement ou des commissions d'agence est fortement remis en question. Donc, il faut regarder comment nous, on trouve notre créneau là-dedans, comment est-ce qu'on peut garder notre marché ou aussi accompagner le marché dans le bon sens. On constate aujourd'hui aussi que le travail au réseau, celui qui ne travaille pas au réseau, par exemple comme la bourse immobilière, la chambre immobilière, ça devient de plus en plus difficile. Je ne parle pas qu'il faut être membre d'un réseau commercial, ce n'est pas une nécessité, mais ce qui est extrêmement important, c'est qu'on va plus vers la collaboration. Donc, on n'essaie pas de rester loup solitaire dans son coin et de se dire, moi, de toute façon, je suis le meilleur, le client va venir me chercher. C'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui de travailler en collaboration avec ses confrères, des confrères de confiance, peut-être aussi de regarder si on va plus s'axer sur l'acquéreur, le locataire, que sur le vendeur, et que donc on fasse des spécialisations, qui s'occupe du vendeur et des mandats et des bailleurs et qui s'occupe du locataire, donc plutôt du client acquéreur locataire. Donc à côté de ces volets politiques et de marché, on peut passer au prochain slide. C'est intéressant aussi de regarder, mais bon, est-ce qu'il y a des avantages, est-ce qu'il y a des inconvénients dans la digitalisation? Ben, là, la question se pose simplement, est-ce que nous avons réellement un choix? Ou est-ce que la digitalisation va nous tomber dessus comme des rapaces et que nous nous préparons et nous faisons le devant, restons avec ceux qui sont les plus compétitifs ou évidemment nous risquons de nous voir challenger. Donc nous, on a pris avec la Fédération de l'Optique de dire, mais nous, on veut regarder vers l'avenir. Et nous avons créé il y a quelques années Vivi, bon, que vous connaissez comme portail, mais Vivi, c'est en fait la société qui accompagne nos membres dans le contexte de la digitalisation et c'est là où on la voit. Donc c'est la structure qui va nous aider dans la digitalisation et dans la communication immobilière, pour être un vrai soutien à nos entreprises, à nos membres. Je vous remercie pour l'écoute et je suis évidemment ouverte à vos questions après les discussions de. On va essayer de faire ça un peu aussi de façon interactive, parce que Jean-Paul, tout ce que tu viens de dire, je pense que c'est la réalité. Je pense qu'également cette pandémie de Covid qui n'est pas encore complètement terminée, elle a accéléré le phénomène de la digitalisation. En parallèle, il y a une influence croissante sur le marché de tout ce qui sont des plateformes, des produits de intelligence artificielle. Les informations, les communications se diffusent de façon. Ces outils donc sont en parallèle impactés, et tout le marché impacté par le fait que l'information se répand de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus brutale, beaucoup plus directe, beaucoup plus transparente, et les communications sont de plus en plus rapides.
Et comme l'a dit Jean-Paul, on n'est plus aujourd'hui limité dans son petit quartier. La globalisation est là et vous voyez aujourd'hui des agences à Luxembourg qui vous vendent des produits à l'étranger, de l'immobilier de vacances, mais également autre chose. Et tout cela comporte bien entendu un certain nombre de questionnements également au niveau juridique, parce que chacun a ses habitudes, chacun a un peu ses documents, sa façon de procéder, et en tant qu'avocat, nous constatons quotidiennement que certains sont très bien rodés, d'autres n'ont pas encore vraiment fait le pas vers la digitalisation et doivent mettre à jour leurs outils. Et il y a encore d'autres qui font aujourd'hui comme ils en font depuis longtemps, donc ils ne sont pas nécessairement à jour au niveau technologique, mais aussi au niveau juridique. Alors, c'est une matière où on est plus limité par le temps que par la matière, parce que matière, il y en a. Donc, on va essayer un peu de passer en revue un certain nombre d'aspects dont il faut tenir compte par rapport à ce que Jean-Paul vient de dire, c'est-à-dire quel est l'impact donc de cette digitalisation. Alors, vous avez aujourd'hui de plus en plus de professions, et pas seulement les professions d'immobilier, même les avocats. Vous avez aujourd'hui des études virtuelles, hein, comme vous avez des warehouses virtuels, vous avez des agences virtuelles. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce que notre droit d'établissement est encore adapté à cette situation, respectivement? Quelles sont les conditions que je dois respecter? Tout virtuel que je puisse vouloir être en tant qu'agence, il faut quand même que j'ai un certain nombre un minimum de substance pour permettre de justifier mon existence au point de vue juridique et du point de vue également fiscal. Alors, il faut, bien entendu, ça vous le savez tous, pour exercer une profession d'immobilier, il faut une autorisation d'établissement, agent immobilier, syndic de copropriété, promoteur immobilier, pour tout ça, il me faut une autorisation. Alors, pour avoir une autorisation, si on prend la loi du 2 septembre 2011, que je suis sûr que vous connaissez tous par cœur, donc, cette loi, elle préconise un lieu fixe d'exploitation. Donc, si j'ai une agence purement virtuelle, j'ai un petit problème, j'aurais quand même besoin d'un siège social, j'aurais besoin d'une adresse, j'aurais besoin, d'après cette loi, d'un établissement, allez, stable. Et bon, après, bien sûr, l'honorabilité professionnelle, ça fait partie de la 2 septembre 2011, mais bon, ça, c'est rien de bien nouveau. Et donc, l'article 5 de cette loi, elle prévoit une installation matérielle, une infrastructure comportant des équipements administratifs, techniques, l'exercice effectif et permanent de la direction des activités, la présence régulière du dirigeant et la conservation de tous les documents relatifs aux activités. Donc, y compris les documents comptables. Donc, ça veut dire qu'une agence purement virtuelle, où quelqu'un n'a pas vraiment de lieu d'exploitation fixe, il passe un peu son temps entre les Seychelles et la Côte d'Azur, ça risque de poser certains problèmes au niveau du droit d'établissement. Il faut bien en tenir compte, donc, même un siège d'exploitation fixe, même si on n'a pas besoin de beaucoup de substances. Et alors, même chose par rapport aux business centers, coworking centers. Est-ce que je peux m'établir là-dedans, par exemple, avec un bureau qui peut être changeant? On va peut-être pas me louer un emplacement fixe, je paye une cotisation pour pouvoir accéder à une place de travail quand j'en ai besoin, mais pas nécessairement toujours la même. Est-ce que ça, c'est en conformité avec la loi? Là aussi, pour une société commerciale, c'est très discutable, et même s'il y a certaines évolutions qui pourraient peut-être advenir dans le futur, dans le sens de la loi tel qu'il est actuel, je dois effectivement avoir un lieu fixe, et donc un lieu changeant que je partage avec d'autres n'est pas nécessairement un siège social et n'est pas nécessairement une substance qui est conforme avec le droit d'établissement, et par ailleurs également par rapport aux obligations fiscales. Par exemple, si vous avez une agence entre guillemets virtuelle et vous travaillez sur le marché luxembourgeois à partir de l'étranger, c'est-à-dire à partir de la Belgique, à partir de l'Allemagne ou la France, et que vous n'avez pas d'établissement avec de la substance à Luxembourg, alors même si vous pensez être un exploitant ou une société luxembourgeoise, vous risquez d'avoir des problèmes d'attribution au niveau fiscal, des problèmes de justification également au niveau de l'affiliation à la sécurité sociale. Pour être imposé et affilié à Luxembourg, il faut avoir son activité à Luxembourg, et une activité virtuelle gérée à partir d'ailleurs ne correspond pas à ces critères.
Alors, ça, c'est un peu par rapport au droit d'établissement. Hein. Jean-Paul qui a donné vraiment un peu le keyword qui est donc agence virtuelle, hein, agence flexible, et voilà un peu les petits problèmes que ça peut donner. Alors, il y a encore beaucoup d'agences qui n'ont pas nécessairement de conditions générales. Il y a des contrats, ils ont des contrats de commissionnement, il y a des contrats de modèles de contrats de bail, de compromis, de contrats de réservation. Parfois, c'est les clients qui préconisent leurs documents à l'agent, mais parfois, c'est dans l'autre sens que l'agent va dire au client, ben voilà, j'ai un modèle standard, on va utiliser celui-là. Les clients seront d'accord, surtout si c'est un particulier, si c'est un professionnel, il va peut-être vouloir utiliser ou vouloir utiliser ses propres modèles. Alors, est-ce que si j'ai une agence, ou comme encore une fois, je rejoins Jean-Paul, de plus en plus, le marketing se fait par Internet, se fait par des médias sociaux, par le site Internet de l'agence. Et donc, qu'est-ce que je dois avoir sur ce site? Alors, ça paraît évident, mais si vous regardez dans la pratique et vous regardez peut-être votre propre site ou celui du concurrent, vous constaterez que très souvent, il y a quand même des données importantes qui font défaut. Alors, la première chose, ça ne nuit pas d'avoir vos conditions générales d'utilisation du site, respectivement vos conditions générales type sur votre site, parce que ça vous permet dès le départ de bien décliner un peu votre façon de fonctionner, donc de préciser les droits et obligations des parties, parce que en même temps, par rapport aux consommateurs en tant qu'agent, vous avez une obligation en matière d'information, notamment par rapport aux tarifs, aux conditions d'intervention, etc. Surtout aussi parce que bon, ça viendra après avec la conclusion du contrat, mais c'est votre intérêt, bien entendu, de sécuriser votre droit à l'indemnisation, parce que ça, on le voit quand même assez régulièrement que des clients, une fois que le deal est fait, ils essaient de trouver des subterfuges pour ne pas payer les honoraires de l'agent. Et donc, il faudra effectivement essayer de mieux vous prévenir que guérir. Il y a bien sûr des questions de responsabilité. Encore une fois, le mandat d'agent, comme on l'appelle, en réalité est un contrat d'entreprise. Et donc, il y a une responsabilité de l'agent. Et parfois, les idées sur jusqu'où vont les obligations et la responsabilité de l'agent vont sont très, très, très divergentes. Et on a encore récemment vu les décisions ou une décision d'un tribunal luxembourgeois qui a eu une interprétation assez particulière de la mission de l'agent immobilier et notamment son intervention dans le développement du projet lui-même qu'il est supposé vendre mais pas nécessairement développer. Donc, il faut faire très attention et pour vous protéger, délimiter clairement disons le périmètre de votre intervention. Il ne faut pas inclure des choses qui sonnent bien commercialement, mais ou par après, on pourra vous reprocher de ne pas l'avoir fait. Et finalement, ce qui est très important de nos jours, hein, tout le monde parle de RGPD, et il faut clarifier l'utilisation de données personnelles des visiteurs et des clients. Donc c'est très important de gérer ça, parce qu'il y a des amendes assez substantielles qui peuvent tomber. On en parlera brièvement par après. Alors, quelles sont les informations qu'il faudra figurer? Alors, je vais pas vraiment rentrer dans les détails là. Hein. On n'a pas beaucoup de temps pour les détails, mais il y a un certain nombre d'obligations et vous pourrez voir ça dans les slides que vous pourrez avoir. Un certain nombre à inclure dans les CGU. Bon, en général, à chacun son métier. Ça ne nuit pas de demander à un avocat de vous assister dans la rédaction de ce genre de documents. Il y aura peut-être plus de facilité que quelqu'un qui n'a pas de formation juridique. Alors, ce qui est important aussi, et ça, parfois on l'oublie un peu, il suffit pas que vos conditions générales d'utilisation de vente se trouvent sur le site. Il faut également que, s'agissant des conditions générales de vente, donc, qui sont supposées régir votre contrat de service avec vos clients, il faut qu'ils aient une valeur contractuelle. Alors, sur le site, c'est déjà bien. Par contre, il faut qu'ils soient acceptés par l'utilisateur, donc l'acheteur, respectivement votre client. Et normalement, pour qu'ils soient acceptés, il faut les signer. Pour les faire signer, il faut avoir
traditionnel, un morceau de papier sur lequel quelqu'un va apposer une signature. Aujourd'hui, ça pourra se faire par une acceptation électronique, une signature électronique. Par contre, il faudra veiller à bien garder la preuve, une preuve en conformité donc avec les dispositions applicables en matière de protection des données, pour prouver, le cas échéant, que le client, l'intervenant, a bien accepté vos conditions générales. Alors, ce qui est important quand même, et ça souvent on l'oublie un peu, ça résulte également du code de la consommation, quelles sont les informations que vous devez donner par rapport aux caractéristiques du bien que vous vendez ou que vous louez, et effectivement de préciser si oui ou non vous avez vérifié certaines de ces données ou que vous reproduisez tout simplement des données qui vous ont été transmises par le vendeur. Attention, là également, la question de jusqu'où va la responsabilité de vérification de l'agent et après également du notaire par rapport, par exemple, à l'inscription au cadastre, par rapport aux servitudes, par rapport à des greniers qui sont vendus comme duplex, mais en réalité, si on regarde l'acte de base, c'est un grenier. Donc, ce genre de choses, il faut quand même, en tant que professionnel, vérifier au moins les éléments de base et rendre attentifs les personnes des deux côtés, le client, mais aussi, disons, l'acquéreur, respectivement la contrepartie, à d'éventuels problèmes dans ce contexte. Ce qui est important aussi, c'est la tarification. Vous savez que la tarification, depuis une certaine jurisprudence il y a quelques années, est libre, a priori. Vous pouvez, dans les limites de l'abusif, vous pouvez demander une commission au vendeur et à l'acquéreur, vous pouvez demander les 3% traditionnels, vous pouvez demander moins, vous pouvez demander plus. Vous n'êtes pas plus limité par les 3%. Et donc, vous allez normalement également, comme je l'ai dit, vouloir faire figurer une limitation de responsabilité, et ce qui ne nuit pas non plus, c'est le droit applicable à la juridiction compétente en cas de contentieux, puisque, et surtout, vu que Luxembourg est une place financière internationale, lorsque vous avez affaire avec un client qui est résident en France, en Belgique, en Allemagne, donc à l'étranger de manière générale, sans cette clause, déjà, vous risquez de devoir vous aventurer devant des juridictions étrangères, ce que vous aurez peut-être pas nécessairement envie de faire, sachant que je ne peux pas convenir dans tous les cas de figure de la juridiction luxembourgeoise. C'est un peu au cas par cas à voir, mais entre professionnels, normalement, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, il faut le prévoir. Bon, bien sûr, il ne faut pas avoir de conditions générales abusives. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça, en général, on n'a pas trop de problèmes. Par contre, on a parfois effectivement des conditions générales qui sont un peu vraiment déséquilibrées, ce qui peut éventuellement donner lieu à contestation par après. C'est aussi une question d'image, des conditions mal faites, des conditions déséquilibrées qui vraiment, grosso modo, c'est pas tellement des conditions contractuelles, mais plutôt un ultimatum. Au niveau commercial, ça fait pas sérieux. Et vous avez quand même, notamment au niveau professionnel, des clients qui vont lire ces conditions. Et c'est une carte de visite. Ce n'est pas parce que vous les utilisez depuis 15 ans. Et bon, la dernière fois que j'ai regardé dedans, c'était à 7 ans. Ben, c'est quand même une carte de visite. Et si vous avez des conditions générales qui peut-être sont pas à jour, qui font référence à des lois règlements qui n'existent peut-être plus, ça ne fait pas bonne impression. Donc, mettez ça à jour. Très important, et ça c'est dans le monde, disons, réel, mais aussi dans le monde virtuel, mais on constate que de plus en plus dans le monde virtuel, on fait abstraction des données quand même qui, d'après la loi, doivent figurer sur les documents d'une société. On part du principe que la plupart des agents fonctionnent en société, et donc le numéro RCS, le numéro de l'autorisation d'établissement, la forme sociale de la société, SA, SRL, etc., l'identité et la qualité des personnes signataires. Donc, je donne un exemple. Je signe en tant que Monsieur Marx Muller pour la société IMO Agence. Point. Je n'ai pas indiqué à mon contractant que j'agis pour une société. En cas de pépin, on pourra m'attaquer à titre personnel. Parce que je n'ai ni expliqué que cette société IMO Agence, c'est une société. Ça sert à rien de dire, ah oui, mais l'autre, il savait quand même que c'est une SARL. Ah non, si je ne le mets pas sur mes documents contractuels, sur mon site, sur mon en-tête,
l'autre partie n'est pas tenue de pallier à ce manquement. Deuxièmement, vous devez également expliquer en quelle qualité vous signez un document. Donc, vous allez mettre « Je signe en tant que gérant de la société IMO Agence SARL ». Là, vous êtes bon, vous êtes en règle et vous avez fait tout dans les normes. Et si jamais il y a un problème, c'est bien la société qui est tenue et pas la personne physique. Bon, du code de la consommation, on l'a dit, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il faut indiquer effectivement la tarification avec et indiquer également la tarification de base, la TVA. Donc, les bons comptes font les bons amis, c'est très important. Au besoin, relisez une fois les dispositions relatives dans le code de la consommation. Tout ça, aujourd'hui, ça aussi, c'est la digitalisation. Autrefois, il fallait s'aventurer dans une bibliothèque pour aller chercher toutes ces documentations. Aujourd'hui, tout est accessible à tout le monde par Internet. Alors, la protection des données, je ne vais pas non plus m'attarder très longtemps là-dessus. Jean-Paul, je pense que la protection des données, aujourd'hui, tout le monde a un peu ça sur le radar. Oui, vos membres, vous êtes consultés. C'est un sujet quand même assez bien connu avec beaucoup de formations qui sont faites. Voilà. Mais ça reste un sujet d'actualité qu'il faut toujours. Mais c'est pas une loi qui change aussi souvent que celle sur le blanchiment d'argent. Donc on reste plutôt à jour et tout le monde est un peu conscient. Mais vous êtes consulté par vos membres à ce sujet. Vous faites des formations. Oui, on fait des formations. Donc, je n'ai pas besoin d'expliquer grand-chose là-dessus. On peut toujours faire ça avec quelques mots, mais... Il y a une chose que je voudrais quand même dire, parce que ça, on le voit quand même assez régulièrement, c'est que vous avez parfois des sociétés ou des personnes qui font des mailings et ils mettent tout le monde en clair. Alors, ça, c'est une erreur de débutant. Vous faites un mailing, vous ne devriez normalement pas voir qui sont les autres personnes auxquelles vous faites ces mailings, donc vous devez normalement les mettre en blind copy. Encore une fois, c'est une question de carte de visite, donc de mettre un mailing avec 50 noms ou 100 noms où tout le monde est visible en ouvert, donc vous dévoilez votre base de données. Déjà au niveau commercial, c'est pas terrible, au niveau RGPD, c'est un problème et c'est clairement une violation de la RGPD et toute personne qui se voit sur cette liste elle pourra, le cas échéant, elle pourra se plaindre auprès de la Commission nationale de la protection des données par rapport à ce faux pas. Donc faites attention, vous faites des mailings, que les gens soient en blind copy, il ne faut pas que les gens le voient les uns les autres. Il faut toujours rester discret. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on constate dans le monde de l'immobilier. Il n'y a pas toujours une grande discrétion. Il y a parfois des informations qui circulent avec une vitesse quand même impressionnante, et même des informations qui sont a priori confidentielles. Alors, il faut bien entendu aussi, et ça vient aussi de la digitalisation, il faut protéger vos serveurs. Et vous protéger parce que utiliser le digital, c'est bien, mais vous devez le protéger. Donc, si vous êtes trop léger, vous avez toutes vos données sur un portable qui n'est pas crypté, on vous le vole de votre voiture sur le parking du supermarché, et vous pouvez avoir des responsabilités par rapport à une fuite de données puisque vous avez été négligent. Donc, il n'y a pas que le juridique, il y a également vraiment l'informatique. Faites-vous conseiller par des professionnels et sécurisez vos données, sécurisez vos différents appareils. Surtout, encore une fois, agence virtuelle, agence flexible, vous promenez avec un téléphone portable, vous promenez avec un ordinateur portable, faites-vous configurer ces outils de travail de façon à ce qu'ils soient sécurisés et que si jamais vous les perdez, vous les oubliez, quelqu'un vous les vole, pour que ces données ne soient pas accessibles à un tiers. Au pire des cas, l'appareil est parti, mais les données sont reformatées à distance ou par un logiciel de protection qui, au bout de autant de tentatives d'infraction, il va simplement effacer le contenu du disque. Et encore une fois, ça protège vous et ça protège vos clients et ça protège votre réputation. Vous voyez tous les jours dans les médias, une fuite de données non seulement est un problème technique, est un problème de travail, parce que si vous n'avez plus vos données, vous arrêtez de travailler au moins pour un certain temps, voire pour toujours. Mais en même temps, c'est un problème de réputationnel. Donc, pas bien de se retrouver dans les médias avec une fuite de données. Alors,
Autre sujet, Jean-Paul, tu as certainement entendu parler ou été sollicité par des membres de la CGDL par rapport à une petite campagne de mailing, en parlant de mailing, de l'administration d'enregistrement des domaines et de la TVA. Hein, pour être complet, on parle toujours d'A&D, mais ils ont un peu changé de nom pour moderniser. Ils ont quand même rajouté, ce qui est évident, c'est que c'est pas que l'enregistrement des domaines, mais c'est également la TVA. Hein, donc. Effectivement, il y a des campagnes de demande d'information des circulaires qui sont sorties. Il y avait même une deadline, c'était le 28 septembre, où on était invité à répondre sur les procédures de mise en place dans les entreprises ou les organisations mises en place pour l'anti-blanchiment. Les promoteurs sont nouvellement depuis début un an, 2020, ils sont intégrés dans la loi. Donc avant, ils n'étaient pas concernés, c'était que les agents immobiliers. On peut se laisser tromper si on lit dans le texte que les locations ne sont pas soumises jusqu'à un montant de 10 000 € par mois. Une fois qu'on est soumis, on est soumis pour toute opération, donc il vaut mieux rester vigilant à ce niveau-là. Et ce qu'on sait, c'est que les sanctions sont vraiment très lourdes. Et évidemment, derrière, il y a toujours le danger du pénal qui a été dessus. Donc, on ne peut qu'inviter les gens à suivre ce qui se passe à ce niveau-là. Mais là aussi, dans ce domaine, la digitalisation fait des pas énormes. Regardez un peu ce que vous avez comme solution KYC dans Know Your Customer, ce que vous voyez sur le marché aujourd'hui. Vous avez vous avez des opérateurs luxembourgeois comme First KYC, KYC 3, etc. Vous avez Finology, vous en avez d'autres. Donc, il existe aujourd'hui au Luxembourg et à l'étranger des solutions qui vous permettent d'aller à la recherche des informations et d'avoir des white labeling de vos clients. Aujourd'hui, on vous demande pas ça en tant qu'agent, on vous demande simplement de faire une recherche sur la personne et quand même de bien identifier la personne et de regarder si c'est vraiment la personne qui se présente et surtout de faire l'analyse. Et ça, il faut pas oublier surtout, c'est l'analyse de risque sur le sujet, donc de dire voilà, est-ce que cette personne-là, est-ce que ça correspond bien à ce qu'elle veut acheter et est-ce que l'opération en reste tout à fait normale. Est-ce que la personne vient avec une valise pour acheter des biens? Bon, c'est très rare comme ça, mais qu'on n'ait pas des opérations qui soient suspectes en tant que telles. Et finalement, il y a un point qui reste extrêmement important à savoir, c'est que l'analyse des risques de votre activité, on va vous challenger aussi là-dessus, on va évoluer de plus en plus là-dessus. Nous sommes en train d'élaborer avec la Chambre immobilière un nouveau dossier là-dessus et nous allons certainement vous revenir pour vous assister aussi dans le domaine nous avons déjà une procédure en place, mais on est en train de retravailler le document pour avancer encore mieux sur ce sujet extrêmement important et dangereux au niveau des sanctions. Voilà, effectivement, donc il ne suffit pas d'être conscient du problème et de dire je prends une copie du passeport de chaque client ou chaque contrepartie. Il faut avoir une procédure en place, ça veut dire vous devez avoir une documentation écrite. Hein, vous pouvez aussi l'avoir de façon informatique, hein, mais de façon, disons, communicable, imprimable. Vous devez avoir une procédure, comment vous gérez votre KYC, comment vous gérez vos obligations en matière d'AML. Et ça va normalement également comporter de désigner une personne responsable dans votre entreprise qui devra à ce moment-là également s'inscrire sur la plateforme du parquet économique qui sert de communication avec le parquet économique et c'est-à-dire quel genre de communication si vous avez une déclaration de soupçon. Hein, donc s'il y a une opération qui vous paraît suspecte, ce n'est pas à vous de faire le Sherlock Holmes, c'est pas à vous non plus de supposer des choses ou faire des enquêtes, mais si une opération vous paraît anormale, et à ce moment-là, vous êtes légalement obligé de faire une déclaration de soupçon par la plateforme au parquet économique. Ça se fait électroniquement, et pour ça, pour une première fois, vous devez donc vous inscrire à cette plateforme, et donc ça fait partie un peu des steps de procédure qu'il faut prévoir de votre procédure interne. Encore une fois, quelles sont les opérations anormales? On va pas trop rentrer dans le détail, mais par exemple, vous avez des personnes qui veulent payer une partie du prix en cash, vous avez des personnes qui font des propositions bizarres par rapport à l'origine des fonds, il y a des incohérences entre le statut professionnel et social d'une personne et ses ambitions
en matière immobilière. Donc, grosso modo, quelqu'un qui veut acheter une maison où on n'arrive pas à s'expliquer comment il peut déjà l'acheter et la maintenir, parce que bon, il n'y a peut-être pas, il n'y a pas de transparence au niveau des revenus. Alors, encore une fois, ce n'est pas de la méfiance vis-à-vis des personnes, mais parfois il y a des personnes qui sont très discrètes, mais qui peuvent être fortunées. Mais bon, il faut comprendre quand même à qui on a affaire. Pour beaucoup d'affaires, ça posera pas vraiment de problème. Il y a de transparence, on connaît les gens, on voit d'où ils viennent. Mais il y a quand même des opérations où on essaie de blanchir de l'argent, et l'immobilier est vraiment une des manières de blanchir de l'argent les plus populaires, et peut-être moins à Luxembourg que dans d'autres pays, parce que honnêtement, si je fais la comparaison du Luxembourg, qu'on aime bien montrer du doigt à l'étranger, mais si je compare la rigueur à Luxembourg au niveau de la lutte AML et le standard des différents professionnels dans leurs procédures, je compare ça à ce qui se fait à l'étranger, on est nettement plus avancé que les autres. Ce qu'on fait à Luxembourg au niveau du standard, ça se compare peut-être à la Suisse, et c'est tout. Vous prenez les autres pays européens, surtout en dehors du secteur bancaire, vous ne trouvez pas les mêmes standards. Donc le Luxembourg est un pays où je pense qu'il est plus difficile de placer de l'argent dans l'immobilier que dans d'autres pays dont la provenance n'est pas claire. Bon, encore une fois, chacun peut participer, peut contribuer, disons, à cette à prévention, et aussi à protéger ses propres intérêts, comme l'a dit Jean-Paul. Il y a quand même s'il n'y a pas de blanchiment proprement dit, dès que vous ne respectez pas vos obligations en matière de blanchiment, vous êtes déjà passible d'une amende. C'est vraiment une responsabilité objective et organisationnelle, même si derrière il n'y a pas de blanchiment. Il suffit que vous n'ayez pas votre documentation en règle, vous êtes théoriquement déjà éventuellement responsable. Alors, l'administration de l'enregistrement de domaine et de la TVA, bon, comme on l'a dit, ils sont en train de passer un peu revue les professionnels immobiliers pour voir est-ce que vous avez mis en place votre structure. Il y a un questionnaire par Internet qu'on va vous soumettre ou qu'on va déjà soumis. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, bon, pas vraiment de procédure en place, alors qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire oui, j'ai tout fait, ou alors je vais dire la vérité? Qu'est-ce qui va m'arriver si je dis la vérité? Je pense que c'est toujours, en tant qu'avocat, je peux vous dire qu'une chose, c'est qu'il vaut mieux dire la vérité plutôt que de faire des fausses déclarations, quitte effectivement à se dépêcher maintenant à mettre en place les structures adéquates, de consulter la CJDL, de consulter un avocat, une société spécialisée qui peut vous aider à mettre en place la procédure adéquate, éventuellement à vous faire les recherches au cas par cas. Lorsque vous avez un soupçon par rapport à une opération déterminée, vous pouvez bien entendu vous faire assister par quelqu'un qui a accès à plus de données que vous. Par exemple, en tant qu'avocat, on a des systèmes en général un peu plus évolués, on a accès à des bases de données, et également on a un peu l'habitude de passer au röntgen les structures sociétaires. Donc, si vous avez un doute par rapport à une opération, n'hésitez pas à demander quelqu'un, demandez à CJDL, demandez à votre avocat, et mieux vaut prévenir que guérir. Alors, il y a encore une question, je vois ici en marge que on me dit de Chambre de commerce organise des séminaires où souvent mentionné le sujet de la protection des données, mais jamais approché de façon suffisamment approfondie. Je pense qu'effectivement, il y a des séminaires à la CGDL. Sinon, Jean-Paul, on peut... La CLC a pris ce CLC aussi, mais bon, encore une fois, on peut également envisager d'en faire une dans le cadre de la CIJDL, quelque chose approfondi sur certaines conditions. Par exemple, la condition très spécifique d'évaluation des risques avec les cas types de blanchiment dans le secteur immobilier. Parce que souvent, on parle effectivement, pour revenir ce pas en arrière, de la protection des données, mais également du blanchiment de façon très, très sommaire, mais on ne regarde pas quels sont vraiment les cas types, les pièges en protection des données, mais aussi en matière de lutte contre le blanchiment. Bon, il y a des amendes, en général pour des first offenders, donc des gens qui sont un peu de négligents, mais qui n'ont pas eu de mauvaise volonté, et où c'est la première fois en général, il y a au maximum une amende, mais
pas très substantielle, mais je pense que on devient de plus en plus sévère. Donc, on n'a pas trop de marge de manœuvre de nos jours. Il faut mettre en place la procédure. Revenons à des choses plus agréables. Donc, la conclusion des contrats. Alors, on a tous l'habitude de prendre un stylo. Bon, ça, c'est un stylo électronique. Déjà, mais d'une manière générale, aujourd'hui, on signe encore beaucoup. Je dis majoritairement, surtout dans l'immobilier, on signe majoritairement sur du papier. Donc les compromis sont la plupart du temps encore signés sur du papier, les contrats de réservation et a fortiori les actes notariés, parce que là, pour l'instant, là, c'est signé sur papier. Donc là, c'est du support papier. Alors je ne sais pas, Jean-Paul, quelle est votre expérience? Est-ce qu'il y a une évolution parmi vos membres vers l'utilisation de la signature électronique? Nous avons des contrats de mandat, des compromis. Nous voyons quand même des grandes chances dans cette évolution au niveau de la signature électronique, parce que ça va nous faire gagner énormément de temps et améliorer le process. On n'a pas besoin de se déplacer autant. On peut signer directement de son ordinateur, envoyer des documents à ses clients et accélérer le processus de signature. On voit beaucoup d'évolution là-dedans. Et je veux pas discuter de l'avenir, mais on va présenter un produit à la semaine du logement. Donc, je vous invite à nous rejoindre lors d'un autre webinaire mardi, où nous allons justement parler plus sur la signature électronique et les solutions qui se présentent à ce niveau-là. Voilà, donc je pense qu'effectivement, la signature électronique, c'est quelque chose, tout le monde pense savoir ce que c'est, pas tout le monde l'utilise. Et alors, si vous voulez intégrer la signature électronique un peu dans vos procédés, vous pouvez le faire. Alors, pour éviter un malentendu quand même encore assez largement répandu, si vous signez un document sur papier et vous le scannez et vous l'envoyez par PDF, vous n'avez pas envoyé un document original, respectivement un document avec une signature originale. Donc, un document PDF scanné, c'est pas une signature, c'est pas un document signé, ce n'est pas un original. Ça, il faut bien le savoir. Mais ça peut être un commencement de preuve par écrit. Bon, déjà en matière commerciale, par exemple, la preuve est libre. Là, ça peut vous suffire comme preuve. Ça dépend un peu des contestations ou pas de l'autre partie. Mais en matière civile, donc par rapport à particulier, par exemple, vous n'avez pas nécessairement intérêt à avoir des doutes par rapport à la validité, par exemple, de la signature de votre contrat d'agence. Donc, veillez à avoir soit une signature originale, c'est-à-dire sur papier, ou alors une signature électronique. Idéalement, une signature électronique qualifiée. Alors, la signature manuscrite, tout le monde sait comment ça marche. Maintenant, une célèbre affaire immobilière où, effectivement, tout à coup, le document signé, une des parties contractantes arrivait à la conclusion qu'elle pense qu'une des pages a été remplacée par une autre. Bon, c'est pourquoi on paraphe effectivement les pages pour éviter que par rapport à une page disons de rechange soit remise dans un document. Donc on paraphe les documents. Ce n'est pas légalement obligatoire, mais c'est clair, si je paraphe pas les pages, j'ai le risque qu'une page puisse être remplacée sans que je m'en aperçoive. Donc si vous paraphez, faites bien attention de parapher le recto et le verso. Exactement. Idéalement, oui. Éventuellement aussi de barrer les pages blanches. Bon. Après, je dis toujours, le contrat parfait n'existe pas. Si vous avez une contrepartie qui est décidée à faire des choses derrière votre dos, vous avez, même si vous paraphez tout, vous avez le bon contrat, il faut quand même savoir à qui on a affaire. Le contrat, c'est une chose, disons la connaissance de la contrepartie en est une autre. Le contrat est surtout destiné à régler des points que peut-être on n'a pas vraiment sur le radar au moment de la signature du contrat. Les bons comptes font les bons amis, de bien gérer les relations entre parties. Le contrat n'est pas nécessairement là pour combattre la fraude. Donc j'ai l'impression que quelqu'un vous veut du mal et qu'en réalité n'a pas l'intention de jouer fair play. Alors il faut déjà réfléchir à la conclusion du contrat tout court, parce que le meilleur contrat ne vous protégera pas contre quelqu'un qui a une intention de fraude. Donc c'est aussi simple que ça. Ensuite, donc, si vous regardez, utiliser une technique cryptographique, ça fonctionne avec un certificat numérique.
Donc, ensemble des données indissociables et donc ça vous donne un certificat crypté. Donc, en clair, si vous avez utilisé des signatures électroniques, vous verrez que vous avez une sorte de signature, une simulation de signature sur le document que vous voulez signer. Vous avez un code de batch sur le document que vous avez signé et vous avez en parallèle, si vous avez une signature qualifiée, vous avez un certificat de signature électronique qui reprend effectivement les conditions de cette signature et donc vous avez intérêt à conserver et le document ainsi disons marqué, mais également le certificat de signature électronique qui va avec. Hein, donc de conserver tout ça ensemble. Et alors peut-être encore une chose, parce que ça aussi on le voit beaucoup dans la pratique, vous avez souvent un document avec des annexes. Et vous voyez les gens qui signent des annexes, les originaux, mais les annexes, bon, on les a vus, on fait référence aux annexes, mais finalement, dans 6 mois, dans 2 ans, lorsqu'il faut ressortir le contrat parce qu'il y a une question, il y a un litige, vous avez le contrat signé, mais les annexes, bon, elles sont quelque part, soit on les retrouve pas, ou alors elles sont ni signées ni paraphées. Dans les résolutions des sociétés, on fait référence aux annexes, mais on ne sait pas quelles annexes parce que elles sont pas annexées au document. Donc, si vous signez un document qui fait référence à des annexes, attachez les annexes au document, paraphez-le, parce que sinon, même dans quelques semaines, il sera plus vraiment possible de déterminer quelle est la teneur des annexes, où se trouvent les annexes, est-ce que vraiment les annexes ont été acceptées. Donc, et ça, on le voit assez régulièrement. Alors, avec la signature électronique, vous pouvez mettre tout le bazar, hein, donc le contrat principal et les annexes, vous pouvez mettre ça dans un même document PDF qui sera dans l'objet du même certificat des signatures électroniques. Donc, pas besoin de parapher toutes les pages. L'autre jour, on a eu un closing, on a eu, je crois, 700 pages en tout. Dans le document avec toutes les annexes, ça faisait 700 pages. Il y a des logiciels qui vous permettent de réunir un certain nombre de documents PDF dans un seul batch et que vous pouvez donc signer électroniquement. Et tout ce volume de documentation, il sera par le notaire, il sera vraiment relié électroniquement par la même signature électronique. Hein. Donc ça peut vous faciliter un peu la vie parce que parapher, vous avez disons 3 ou 4 parties contractantes, vous devez parapher 500, 600, 700 pages, ça prend du temps, c'est du travail, alors que si vous signez électroniquement, éventuellement ça peut aller beaucoup plus vite. Alors, et là pour répondre à une question qui a été posée par rapport à la certification des signatures électroniques. Donc, la signature électronique a la même valeur légale qu'une signature manuscrite si elle remplit IT, une faute de frappe, les exigences du règlement européen EIDAS et des articles 1322.1 et 1322 du Code civil. Donc, grosso modo, c'est pas très compliqué. Si vous vous renseignez, vous verrez que vous pouvez donc faire de la signature électronique sans réinventer la roue. Hein. Il y a des prestataires qui vous offrent ça. Donc, je vais pas nécessairement aller beaucoup plus loin dans ça, parce que une fois que vous avez essayé le processus, vous verrez que c'est assez self-explanatory. Maintenant, vous pouvez bien entendu intégrer une signature électronique sur vos sites internet, sur vos sites web. Par exemple, vous pouvez faire signer des conditions générales, vous pouvez faire signer des mandats. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'envoyer un document papier au client qui vous le renvoie de façon signée. Tout ça peut se faire par Internet, mais encore une fois, faites attention, ayez les conditions générales, faites-vous les signer électroniquement. Il faut qu'elles contiennent toutes les documentations et toutes les informations légalement contraignantes. Par exemple, si vous faites signer un client au-delà de peut-être pas votre mandat, mais un acquéreur par rapport à un projet que vous distribuez, voilà, vous pouvez signer par exemple un contrat de réservation. Vous avez certaines annexes qui sont légalement prescrites par la loi, hein, la notice descriptive, les plans, etc. Éventuellement, au moins la notice descriptive provisoire, les plans provisoires. Vous allez fournir un certain nombre de documents. À ce moment-là, tout ça, vous pouvez vous le faire accepter électroniquement. L'essentiel, c'est par après quand même d'avoir un système IT qui vous permet de les retrouver par après. Hein. Donc il faut également, comme il faut du classement
du papier, il faut avoir de l'ordre dans les choses pour retrouver votre contrat signé papier, ben, la même chose vaut également pour des documents qui sont signés électroniquement. Alors, on a brièvement approché de la question. Il y a des différences en matière commerciale et en matière civile. En matière commerciale, la preuve est libre. Vous pouvez prouver un mandat d'agence, vous pouvez prouver un certain nombre d'obligations et de contrats par voie de témoignage, par commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire un document signé et scanné en PDF que vous n'avez pas en original. Par contre, en matière civile, c'est beaucoup plus strict et là, vous avez vraiment intérêt à avoir un document signé en double exemplaire, soit électroniquement, soit en papier. Parce que, juste pour faire référence à l'article 1341 du Code civil, tout ce qui porte sur une somme de plus de 2500 € doit a priori être prouvé par un écrit si vous êtes en matière civile. Il faut dire aussi que même entre commerçants, en matière immobilière, pour la vente d'un immeuble, les tribunaux sont très réticents à admettre, disons, autre chose que vraiment un écrit en bonne et due forme. Plus l'affaire est importante, plus il sera assez difficile de dire, bah, j'ai un témoin qui a vu qu'on s'était mis d'accord pour que j'achète tel appartement, que je vende tel appartement. En général, ça suffira pas. Donc, il faut effectivement là, il faudra un écrit. Voilà, nous avons un peu, je pense, passé en revue l'essentiel de certains points par rapport à ce qui concerne l'impact de l'électronique, du digital par rapport à l'activité donc d'agents immobiliers. D'une manière plus large, ça vaut également pour l'activité de syndic. Il ne faut pas oublier que le syndic a également un certain nombre d'obligations de documentation, de circulation. Il peut vraiment se faciliter la vie par des assemblées virtuelles. Il peut se faciliter la vie par des signatures à distance. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même notre loi sur la copropriété est une loi un peu à l'ancienne. Donc, il y a un certain nombre d'obligations qui ne sont pas ou qui ne seront pas après la fin de la crise Covid. Il y aura une certaine tendance, à mon avis, à revenir au présentiel par rapport à des questions de sécurité juridique. Je ne vais pas maintenant rentrer dans le détail du mandat d'agent immobilier qui, comme on l'a dit, c'est en réalité un contrat d'entreprise. Mais là, encore une fois, faites-le vous signer, soit en original, soit en digital. Mais ça, vous pourrez, si vous avez des questions, on pourra en discuter quelques instants. Mais encore une fois, ce qui est important quand même de se rappeler, il y a et ça on l'a dit au départ, il y a des obligations et souvent il y a un peu un flou artistique par rapport à que va faire l'agent. Jusqu'où va aller son devoir de conseil, jusqu'où va aller son engagement de conseil, de recherche, de sécurité vis-à-vis de son client respectif de la contrepartie. Et là, si vous avez des conditions générales qui délimitent votre créneau d'intervention, c'est quelque chose qui vous protège d'une éventuelle recherche de votre responsabilité. Le compromis de vente, encore une fois, on l'a dit, c'est un document très important. Le compromis de vente peut, a priori, être signé électroniquement, encore une fois, mais je renvoie à ce qu'on a dit par rapport à la signature électronique, mais électronique ou pas électronique, vous avez intérêt à signer un compromis de vente qui tient la route, sachant que ce que nous avons souvent dans notre pratique presque quotidienne, vous voyez des compromis qui sont mal ficelés, qui soit n'ont pas de date butoir, où les conditions suspensives ne sont pas claires, où finalement les gens pensent avoir un compromis, mais ils ont rédigé les clauses suspensives de telle façon que le compromis est déjà caduc. Donc, revoyez vos compromis standards et surtout, et ça également c'est du quotidien pour nous, rappelez-vous d'une chose, un compromis avec une condition suspensive, si un délai limite, et ensuite il y a caducité du compromis, vous pouvez proroger plutôt cette date limite, mais uniquement avant sa survenance. Donc vous ne pouvez pas ressusciter un compromis déjà mort, là il faudra le resigner. S'il y a une condition suspensive avec une date butoir qui est révolue, vous ne pouvez plus proroger cette date. Par contre, s'il n'est pas encore révolu, le jour avant, vous pouvez encore dire, bon, d'un commun accord des parties, on fait un avenant, on
bonne et due forme, où on va proroger cette date butoir d'un mois, de 3 semaines, de 2 mois, peu importe. Mais rappelez-vous, vous pouvez le faire qu'avant la survenance. Peut-être encore un mot par rapport à l'enregistrement du compromis de vente. N'oubliez pas que le compromis de vente doit a priori être enregistré. Il faut une clause suspensive pour ne pas payer le droit proportionnel. Ça, je pense que tout le monde le sait, mais encore une fois, on rencontre quand même parfois des situations où les compromis de vente ne sont pas enregistrés. Le contrat de réservation, je ne sais pas dans quelle mesure il est souvent signé électroniquement. Dans notre expérience, c'est plutôt toujours signé papier. Non, aujourd'hui, on reste en compromis. Que les contrats en réalité sont pas encore souvent signés. Oui, ça c'est des contrats de consommation. Ça dépend évidemment aussi de la confiance. C'est plutôt du détail. C'est un contrat de réservation parce que la valeur est quand même différente de celle d'un compromis. Le compromis vaut vente et le contrat de réservation, ça vaut que réservation. Donc, il y a quand même des valeurs juridiques aussi des deux. Bon, je connais très peu de promoteurs qui vont attaquer un client. Non, le contrat de réservation, c'est un instrument très faible. C'est plutôt pour tester le marché. Au maximum, le risque pour le client, c'est de perdre un dépôt de garantie si on l'a vraiment demandé, les 2%. Par contre, il ne faut pas oublier dans l'autre sens, le contrat de réservation par lequel le promoteur s'est engagé, ce contrat de réservation, il est liant pour le promoteur s'il réalise le projet. Ça ne l'oblige pas de réaliser le projet, mais s'il le réalise, effectivement, le client a un droit d'acquérir ce bien. Et si le promoteur ensuite il empiète sur ce droit et le vend à quelqu'un d'autre, il peut en principe demander du dommage intérêt. Pas le promoteur, donc le client. Alors le contrat de bail, l'enregistrement n'est plus obligatoire depuis 2017. Juste peut-être encore pour rappel, s'il dépasse une durée de 9 ans, il doit théoriquement être enregistré et transcrit au bureau des hypothèques. Ça ne veut pas dire qu'un bail que vous signez pour une durée de 10 ans ou de 15 ans, il est nul. S'il est fait sous seing privé, il aura toujours sa validité entre parties. Mais en ce qui concerne l'opposabilité au tiers, c'est surtout dans l'intérêt du preneur. Il pourrait y avoir un problème. Donc, il faudrait à ce moment-là le transcrire et l'enregistrer. Or, vous ne pouvez toujours que transcrire des actes notariés et publics. Vous ne pouvez pas transcrire un acte sous seing privé. Donc, même si vous l'avez signé sous seing privé, vous devrez à ce moment-là faire un acte pour la transcription, aux fins de transcription, par devant un notaire qui donc ensuite procédera à la transcription de votre bail de plus de 10-15 ans, plus de 9 ans, pardon. Mais encore une fois, le bail, vous pouvez également le signer par voie électronique. Ce n'est pas a priori interdit. Vous verrez aussi que de toute façon, les administrations, il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus de démarches administratives et fiscales qui se font par Internet, qui se font par une plateforme sécurisée comme MyGuichet. Donc, vous êtes de plus en plus confronté effectivement à ce genre de démarche. Donc, l'acte notarié, on ne va pas rentrer dans le. Je ne pense pas qu'il se fera demain en digital. Ça arrivera tôt ou tard. Ça arrivera tôt ou tard. Pour l'instant, ce qu'on peut déjà faire éventuellement, ça dépend du notaire, c'est de faire une signing session, donc une signature, quelqu'un qui n'est pas dans le pays, qui veut quand même participer, il peut participer par vidéoconférence. Par contre, la signature devra être apposée par quelqu'un sur place qui aura à ce moment-là une procuration. Mais c'est un procédé pour permettre peut-être à quelqu'un qui passe une transaction d'être présent au moins virtuellement lors de l'acte notarié, même s'il ne peut pas les signer lui-même, il aura déjà donné procuration peut-être à un clerc du notaire ou une autre personne présente sur les lieux, mais ça permet éventuellement quand même de participer au processus, peut-être, disons encore, apporter les dernières précisions à l'acte, parce que ça peut arriver, vous avez un notarié qui est préparé, mais on apporte encore des modifications manuscrites, c'est quelque chose qui peut arriver. Voilà, donc je pense qu'on a un peu passé en revue certains impacts pratiques de la digitalisation par rapport aux différentes démarches auxquelles vous êtes confrontés. Donc maintenant, ce qu'il y a des questions, des remarques, on a plus ou moins épuisé le temps réglementaire, mais c'est comme au foot, il y a parfois extra time, donc Nachspielzeit, pour le dire en allemand. Paul, est-ce que tu retrouves un peu
le reflet juridique de tes préoccupations pratiques. Moi, je crois que effectivement, au niveau juridique, il faut suivre ce qui se passe dans la technique, parce que bon, très souvent les outils sont proposés par des gens qui viennent de l'informatique, de la digitalisation, et qui ne connaissent pas nécessairement le processus. Et c'est pour ça que c'est très important que les produits qui sont développés le soient avec des professionnels du métier qui savent comment sont les processus et comment vraiment mettre en route les choses correctement pour que ça ait de la valeur juridique après. Et nous avons vu quelques questions, donc on peut regarder. Il y en a une, voilà. Hein? Je te laisse la lire si tu veux, l'avis sur l'adoption d'outils marketing digitaux. Oui, il faut dire que les outils digitaux, dans le home staging, c'est quelque chose que je vois quand même très souvent dans le bien. Ouais, ici, il y a un participant qui dit qu'il a proposé des services de visite virtuelle immersive et home staging virtuel, tu as fait référence tout à l'heure, à des agences, mais qui auraient une réticence à utiliser ces outils qui lui paraissent difficilement compréhensibles. Non, mais il faut savoir ce qu'on en fait. Hein. C'est simplement quand on est sur un bien où on voit que le bien nécessite de la rénovation, et qu'il est très difficile de faire des photos où on peut montrer quel est le potentiel du bien. Je trouve que c'est tout à fait utile de montrer, de travailler avec du home staging virtuel, donc de mettre en valeur ce bien en le remettant en peinture virtuellement. Évidemment, ce que je déteste, c'est quand on agrandit les pièces. Je parle ici simplement de dire, voilà, si on met un coup de peinture, si on change les meubles, parce qu'aujourd'hui on a du Louis XV dedans et ça peut pas être apprécié par l'ensemble des clients. Donc mettre dedans quelques mobilier plus moderne, ou alors on est passé chez les clients et le client il avait oublié de faire un coup de nettoyage. Donc moi je trouve que c'est pas professionnel quand on voit quand on voit qu'un immeuble qu'on montre en photo n'est pas bien rangé. Donc on a aujourd'hui les outils pour se faire aider et améliorer la qualité de ces photos et en faire une sorte de... J'ai entendu qu'effectivement il y a de plus en plus de personnes, notamment des investisseurs qui vont éventuellement aussi, parce que time is money, ils vont acheter des biens. Bon, ils ont les caractéristiques au niveau documentaire, mais ils vont faire une visite virtuelle, ils vont pas se déplacer, surtout en temps de Covid. Donc, ils vont peut-être voir même quelque chose dans un autre pays et ils vont faire une visite virtuelle. Donc, ils sont preneurs de ce type de visite virtuelle. Bon, je pense qu'effectivement, c'est comme dans toutes les innovations, avant que vraiment ça touche le grand public, il faut un peu un changement dans les mœurs, il faut un changement dans les habitudes. Et les gens, ils aiment bien quand même encore toucher. Oui, mais disons, où on le voit quand même régulièrement, c'est dans la location, que tu as des clients qui font des déplacements de l'étranger, qui veulent pas se déplacer pour rien. Et à ce niveau-là, ça peut être tout à fait utile. Je vais encore parler avec un collègue cette semaine. Lui, il est en train de mettre en place la possibilité de faire des visites avec plusieurs personnes, donc d'organiser des visites sur place qui sont virtuelles pour ceux qui sont derrière leur ordinateur. Donc aujourd'hui, on voit quand même des applications très intéressantes pour avancer dans ce domaine. De toute façon, le client, il veut apprécier les biens. Et quand on parle maintenant de visite virtuelle, on ne parle pas ici de faire un cadeau. Ce n'est pas le cadeau au client. C'est simplement changer notre méthode de travail et de faire des visites qualifiées avec des gens qui sont intéressés par le bien, parce qu'ils ont bien vu ce que c'était le bien, parce qu'on a réussi à lui présenter ça de façon virtuelle beaucoup plus en détail qu'on le faisait avant, soit en passant avec sa caméra dedans, soit en filmant avec la tablette, soit en le faisant en accompagnement du client en étant sur place, mais avec plusieurs clients, par exemple. Donc, il y a des options sur lesquelles on peut réfléchir. C'est vrai que tout ce qui est digital et virtuel, aujourd'hui, c'est plus dans la vente sur plan. Vendre sur plan, moi, j'ai lu quelque part dans les commentaires qu'on vend tout, n'importe où et à n'importe quel prix. Je pense que le marché, effectivement, elle reste sous tension, mais cette exclamation, je crois qu'elle est quand même un peu facile par rapport à ce qu'on fait. Moi, je vois le quotidien des agents immobiliers, je sais que leur travail n'est pas facile, et celui des promoteurs, on peut pas rêver non plus qu'il est facile. Donc, vendre sur plan, c'est un métier pour soi, et vendre sur plan avec du digital, ça permet vraiment d'aller plus loin, mais déjà, au niveau de l'élaboration des plans, ça permet vraiment, même aux professionnels, de se projeter beaucoup mieux dans le bien et de pouvoir l'expliquer et de pouvoir donner des tuyaux à ses clients. Donc, ces outils, de toute façon, sont en route. On ne va pas les freiner et ça va se mettre en place. Alors, une question ici. À quel moment les conditions générales doivent-elles être signées?
normalement à la conclusion du contrat. Je peux théoriquement encore convenir de conditions supplémentaires par après, mais normalement c'est à la conclusion du contrat que je vais devoir me les faire accepter. Juste pour être très complet, mais bon, ça rentre pas en général dans le secteur agent immobilier. Il y a une convention qui s'appelle la Convention internationale sur la vente, sur la vente de marchandises, CISG, Convention on the International Sale of Goods, qui a un peu un modèle anglo-saxon. Ici, à Luxembourg, si vous avez notamment de professionnels, vous avez conditions générales des deux côtés. Si elles se contredisent, il n'y a aucune des deux qui s'applique. Par contre, dans le système anglo-saxon, qui est également applicable sous la CIGDL, pas CIGDL, CISG, toutes ces organisations. Voilà, donc, à ce moment-là, c'est celui qui les envoie en dernier. C'est celle qui prime. Donc, grosso modo, c'est la théorie du last shot. Donc, si vous achetez des marchandises à l'étranger en tant que professionnel et que vous pouvez tomber sur l'application de cette convention, attention, c'est le dernier qui envoie ces conditions générales, c'est ces conditions qui sont applicables. Par contre, j'ai la possibilité d'exclure dans mon contrat l'application de la CISG. Et c'est souvent fait parce que c'est vraiment un peu une philosophie anglo-saxonne. Si on la connaît pas, il vaut mieux l'exclure. Si on la connaît, on maîtrise un peu dans ces processus d'achat, on la maîtrise, mais on peut effectivement accepter l'application. Sinon, effectivement, ça vaut peut-être la peine de l'exclure. Mais bon, ça c'est un détail avec lequel, à moins que vous achetez des marchandises, effectivement, mais ça peut vous arriver. Vous êtes un professionnel, vous achetez des meubles à l'étranger, vous achetez certaines matières premières pour vos projets, etc. Vous pouvez tout tomber dans des situations où la CISG sera d'application. Et j'ai déjà rencontré même des confrères à Luxembourg qui n'avaient pas vraiment ça sur le radar et qui se sont fait prendre donc par des dispositions de la CISG. Moi, je lis là une question que je trouve particulièrement intéressante, parce que je suis ce sujet avec beaucoup d'intérêt. C'est le sujet sur l'arrivée sur le marché de la blockchainisation. J'adore ce mot, la blockchainisation. La blockchainisation, on va dire plutôt, dans la blockchain, dans l'immobilier et dans nos métiers. Bon, on parle ici d'estimation en ligne, prise de mandat et compromis signé. Avec certificat électronique, visite virtuelle, mais la blockchain, ça va beaucoup plus loin. On parle de transfert de propriété. Donc, on est sur le sujet que j'ai évoqué avant. Et cette actualité au Luxembourg, oui, les premiers projets sont mis en place au Luxembourg. Bon, je ne vais pas le cacher, je travaille aussi sur un projet, mais enfin aussi d'autres projets. Mais on n'a pas besoin, c'est pas la nécessité d'avoir un cadastre numérique ou que le cadastre soit tokenisé avant de lancer des projets. Donc, on voit que dans les fonds d'investissement, beaucoup de réflexions dans ce sens. Oui, si, il y a une question qui dit que c'est Yves qui dit certains pays numérisent leur cadastre. Est-ce d'actualité pour Luxembourg? Non, au Luxembourg, on n'est pas. C'est très rare quand même dans le monde. Les Suédois, ils sont en train de réfléchir pour le faire. Le cadastre, c'est quand même très. Le cadastre, c'est digitalisé, mais il n'est pas tokenisé. Donc, il n'est pas mis dans la blockchain. Voilà, c'est pas là. Oui. Faire ça mais le cadastre à Luxembourg est très bien informatisé. Vous avez vraiment un accès à des informations de plus en plus efficaces. Vous avez entre-temps, pour les communes où effectivement c'est déjà mis en place, vous pouvez, avec peu de clics, vous pouvez accéder carrément à l'information, toute la situation urbanistique d'une parcelle. C'est absolument fantastique. Donc, vous n'avez pas besoin maintenant de faire d'amples recherches. Donc, il y a un énorme progrès. On peut peut-être encore rajouter une information, c'est que on a toujours parlé de le cadastre. Essentiellement, c'est quelque chose qu'on voit. La Terre est plate, donc c'est en 2 dimensions. Et bon, il y a le cadastre vertical, mais bon, le cadastre vertical est plutôt ça ne relève pas, si vous voulez, de la parcelle en tant que telle. Ça relève plutôt de la loi sur la copropriété. Or, nous avons de plus en plus un besoin, avec la densité croissante dans des constructions et la superposition de plusieurs volumes, par exemple des tunnels d'autoroute, des tunnels urbains, des trams, il y a surface publique, surface privée. Il y a toujours plus de besoins donc d'outils pour gérer ce type de situation. Et on a créé
au moins dans certains cas, mais c'est purement contractuel, la loi ne le prévoit pas, effectivement une séparation par volume. C'est-à-dire, vous pouvez, en dehors d'une situation de copropriété, vous êtes sur la même parcelle, mais vous excluez le régime de copropriété, parce qu'il n'y a pas d'installation commune, et vous pouvez à ce moment-là avoir une séparation par volume créée de façon contractuelle. Donc, deux volumes complètement indépendants, ce qui vous permet de séparer, par exemple, la propriété d'une partie bureau d'une partie résidentielle. Par contre, également, l'État est en train de travailler sur un projet de mise en place d'une réglementation qui permet d'effectuer ce genre de démarche dans un cadre, disons, légal, hein, donc avec certaines prérogatives légales. Je pense que notre cadastre, en fait, il est très, très bien informatisé. La tokenisation du cadastre permettrait d'habiter le logement acheté. La tokenisation permettrait d'acheter, je pense que c'est simplement une question. Qu'est-ce que ça veut dire la tokenisation, hein? C'est simplement mettre dans un registre la situation de propriété. Donc, rien n'exclut qu'une fois qu'un cadastre est tokenisé, on peut habiter son logement. Je crois que c'est même prévu pour. Je pense qu'un des grands avantages de la tokenisation, c'est justement de pouvoir réduire les tranches de propriété. Et ça a des coûts tout à fait raisonnables. Je pense que ça, c'est aujourd'hui un des challenges à vérifier ou à garder à l'œil. Voilà, je pense que les temps supplémentaires sont également écoulés. C'est un grand plaisir, Jean-Paul, de vous accueillir chez nous. Et j'espère que pour tout le monde, ça vous a donné peut-être un certain nombre d'informations nouvelles, ou peut-être ça vous a rappelé peut-être des choses que vous saviez déjà, mais parfois ça fait du bien de se rappeler de choses qu'on a un peu mis dans le placard. Moi, je tiens à remercier Mario et les cabinets pour nous avoir bien accueillis ici. Je crois que, un grand plaisir. Et aussi de nous avoir aidé à mettre ici tout le contexte dans lequel nous évoluons, dans un contexte légal qui est toujours intéressant, parce que finalement, quelque part, notre métier, c'est beaucoup de légalité, et c'est un point très important. Ce n'est pas seulement d'avancer, de devenir des geeks de l'informatique, mais c'est aussi de rester cohérent avec notre métier. Donc, merci beaucoup à avoir mis à disposition vos excellentes infrastructures pour ce webinaire, et aussi de nous avoir donné tous ces conseils judicieux. Merci Jean-Paul, merci tout le monde, merci pour votre patience. On a un peu débordé sur le temps, mais ça le fait toujours. On a toujours tellement de choses à dire, parce que je pense qu'on est tous des passionnés de nos métiers respectifs. Donc, et comme vous tous, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Très bonne soirée et à bientôt. Merci. Au revoir. Et à très bientôt.